Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Langue nationale, langue de développement. Collection, discours identitaires dans la mondialisation. Dirigé par Michel Naumann. La collection Discours identitaires dans la mondialisation entend rendre compte des nouvelles conditions dans lesquelles se vivent les identités sociales et communautaires, notamment les contacts auxquels sont exposées ces identités, mais aussi la faiblesse d'une mondialisation qui, à cause de son caractère marchand et des inégalités qu'elle génère, ne peut créer une identité universelle qui emporte l'adhésion. Les nouvelles façons de se définir révèlent alors parfois des caractères inquiétants alors que d'autres au contraire s'ouvrent à une perspective altermondialiste. Déjà paru. Tritran, les migrations assistées et forcées des Britanniques au XIXe siècle. L'identité ouvrière à l'épreuve de l'émigration, 2010. Fabien Chartier et Cola-Volé ELECHO dire Le feu symbole identitaire 2009. Cécile Girardin et Arkia TOUADI Regard croisé dans la mondialisation. Les représentations de l'altérité après la colonisation, 2009. Introduction, Rachida Yassine. Langue, identité, développement semblent des concepts très profondément liés. La langue est un des fondements de l'identité, mais celle-ci est assurément renforcée par le développement de la communauté considérée. En outre, ce développement n'est possible qu'enraciné dans le mouvement culturel et social qui fonde l'identité du groupe. Il n'y a pas de développement excentré, c'est-à-dire qui serait impulsé par des forces extérieures non relayées par la dynamique autocentrée de la communauté nationale, dynamique qui a tant à voir avec son identité largement fondée sur sa langue, ou ses langues dans le cas d'une nation multiculturelle qui dispose de plusieurs langues nationales. Notre époque crée à ce sujet des ambiguïtés. D'une part, 50 ans après les indépendances, un grand nombre de pays doit encore passer par la langue du colonisateur qui reste bien implantée dans les secteurs scientifiques, techniques, économiques, administratifs, politiques. D'autre part, la mondialisation a imposé l'anglais qui, s'il est une langue internationale reconnue, ne s'identifie pas à l'expérience communautaire, linguistique et identitaire des pays individuels. Ce n'est certes pas la première fois que la langue économique n'est pas la langue nationale de nombreux acteurs du développement, et cela ne devrait pas poser de problème aussi longtemps que la langue nationale est forte. Le Japon a adapté et dépassé en efficience et en créativité les dynamiques au début étrangères qu'il empruntait pour se développer parce que son identité propre était d'emblée très forte et créatrice. Une autre façon de se situer dans une dynamique qui montre que l'hiatus entre un pays et l'économie mondiale liée à des langues étrangères, coloniales par exemple, est surmontée, serait à chercher dans l'appropriation de ces langues, leur domestication par le pays dominé ou autrefois dominé. Il y a certes des illusions entretenues par les tenants de la francophonie ou de l'anglophonie, parce qu'ils veulent imposer leur langue comme instrument naturel pour leurs anciennes colonies, à l'égard de ce procès, mais il ne faudrait pas non plus sous-estimer la capacité des peuples à faire d'un instrument de domination un instrument de libération. Cet ouvrage est né de l'expérience d'une conférence internationale que j'ai organisée à l'Université d'Oran, Apprentissage des langues et développement, Oran, février 2010, et des relations entretenues depuis longtemps avec divers membres de la communauté scientifique internationale, notamment nos relations avec le CICC de l'Université de Cergy en France et le SARI, Société d'activité et de recherche sur les mondes indiens. Il aborde le problème du lien entre les langues, les identités et le développement. Dans une première partie, nous étudierons les pièges que recèlent les langues étrangères imposées comme langue de développement. Lalita Jagtiani, de l'Université du Havre, est spécialiste de linguistique, Université de Bangalore en Inde et de Leeds, et de littérature indienne. Elle est membre du SARI. Elle s'est penchée sur la question des savoirs et des discours, dépendant de situations et de rapports sociaux inégalitaires. Avec le professeur Michel Naumann, de l'Université de Cergy-Pontoise, président du SARI, elle étudie à cet effet un roman indien situé au XIXe siècle, qui décrit une expérience scientifique, imaginaire, sur des êtres humains. La fonction même de la littérature est largement de mettre en question les discours. Kabazu, l'auteur de ce roman intitulé Raciste,
montre que les langues les plus scientifiques en apparence sont en réalité lestées de présupposés idéologiques et de déterminations racistes, impérialistes et financières. Dans un second chapitre, Michel Naumann s'attaque au discours d'émancipation de l'Occident pour en montrer les ambiguïtés. Il lui semble ainsi que la description de l'abolition de l'esclavage, loin de constituer un acte de repentance d'une civilisation coupable d'un crime contre l'humanité, devient un moyen de la célébrer et de nier à l'autre, esclave et africain, la condition de sujet qui lui assure une place créatrice dans l'histoire et le développement. Ces discours sont tout à fait contemporains. Utiliser la langue du colonisateur, c'est parfois vivre dans la gueule du monstre. Le professeur Brigitte Lestrade, germaniste de l'université de Cergy-Pontoise, étudie de son côté la prise de conscience en Allemagne de la nécessité d'alphabétiser en allemand les travailleurs turcs. La langue de développement et d'intégration aux pays hôtes peut alors n'être qu'un outil au service des employeurs, mais il apparaît que la communauté turque faisant de plus en plus partie de la communauté nationale, cet enseignement doit viser beaucoup plus haut et se mettre aussi à l'écoute de ceux à qui il s'adresse puisqu'il s'agit de former de futurs citoyens. Une seconde partie traite de la résistance des dominés à l'influence de la langue du dominateur. 2 interventions la constituent. Abdoulaye Dionné est sénégalais. Il a obtenu un doctorat à l'université de Cergy. Son sujet était le roman africain anglophone et la traite atlantique. Mais il aborde dans son article un autre sujet. Il nous présente un romancier de son pays, C.H. Kane, dont les héros vont parfois, au nom de l'identité africaine et musulmane, menacés par l'école coloniale qui impose le français comme langue des savoirs, jusqu'à affirmer qu'ils auraient renoncé au développement si cela avait été le prix à payer pour rester eux-mêmes. Il s'agit là d'une approche de philosophe et de mystique, qui nous parvient par l'intermédiaire d'une œuvre littéraire puissante et de très grande valeur. Une approche tout à fait différente, politique, idéologique, linguistique, poétique, est représentée par Dox, poète et militant révolutionnaire. Elle nous est décrite par Madame Dominique Ranet-Vauzon, MCF à l'Université de Metz, spécialiste reconnue de littérature malgache. La stratégie révolutionnaire de cet auteur tente de remettre au centre de la vie culturelle de son pays la langue nationale qui en avait été délogée. Pour lui, il n'y a pas d'identité sans langue nationale forte et pas de développement autocentré et réel sans identité forte. La 3e partie de cet ouvrage est centrée sur l'apprentissage des langues, les méthodes, les institutions concernées et les stratégies impliquées. Universitaire roumaine, venue d'un pays qui est un fleuron de la francophonie tout en ayant produit une littérature de qualité exceptionnelle en langue roumaine, Viorica Banciu et Claudia Lea veulent impulser de nouvelles méthodes d'apprentissage des langues qui respectent la culture de l'autre et permettent l'instauration d'un dialogue. Quant à moi, je tente de décrire la problématique algérienne de cette question en insistant sur la responsabilité de l'enseignant et des programmes. J'ai laissé au professeur Michel Naumann le soin de tirer une conclusion de nos recherches. Il rappelle qu'une langue est toujours double. Elle peut affirmer d'une part une identité fermée et impérieuse, mais elle est en même temps, par nature, toujours capable d'impulser une identité ouverte. Les institutions, méthodologies, stratégies d'apprentissage, programmes et politiques des langues devront donc faire appel à cette seconde qualité pour que le développement n'exclue aucun acteur et soit aussi un dialogue authentique. Je remercie le SARI qui a rendu possible cette publication. Première partie, langue et discours. Dominant. Chapitre 1, Langue, DEVELOPPEMENT et HIERARCHIES, dans RACISTS 1, du romancier indien Kunal Basu, Lalita Jagtiani, Université du Havre, Michel Naumann, président du SARI 2. Résumé. Une des fonctions du roman est de mettre en cause les discours. Ce genre est donc un remarquable instrument pour comprendre les pièges des discours sur le progrès, la raison, les identités modernes, le développement, la science. Nous avons choisi pour cette analyse un roman de K. Basu, un grand écrivain indien contemporain, qui montre à quel point le langage scientifique lui-même, pourtant gage d'objectivité croyons-nous spontanément, peut en réalité être pollué par les idéologies. Dans son roman raciste, publié tout récemment, le romancier indien Kunal Basu revisite le chronotope de l'île,
rendu célèbre par la contradiction entre Prospero et Caliban, personnage de Shakespeare et archétype du colonisateur et du colonisé, la Robinsonade, Defoe, le thème du savant fou, Wells, Jules Verne et le roman colonial, la confrontation des races, pour nous conter une histoire qui pose de nombreuses questions dont celle du lien entre langue et développement. En un mot, le récit évoque une expérience scientifique imaginaire menée sur l'île déserte d'Arlinda. Deux savants, un Anglais, Batt, qui croit en l'existence d'une seule race humaine et un Français, Bellavoie, qui pense qu'il existerait plusieurs races, s'y affrontent. Ils se rejoignent pourtant sur un credo inégalitaire. Pour le premier, la diversification du rameau unique permet aux groupes plus évolués de diriger les autres et une collaboration est possible puisqu'il s'agit de gens d'origine commune. Le grand frère en quelque sorte protège le petit et l'exploite légitimement. Pour l'autre, la différence de race est insurmontable et elle ne peut engendrer qu'une haine meurtrière dont il a vu l'horreur durant les guerres coloniales. Nous pourrions dire que l'anglais se soucie plus de l'organisation inégalitaire et impérialiste du monde productif, alors que le français est marqué par la violence de la conquête coloniale. Mais il faut bien ajouter que si l'exploitation coloniale ne se fait pas sans conquête, les deux hommes représentent deux temps complémentaires d'un processus de domination. Ils se mettent donc d'accord pour tenter une expérience généreusement financée par un groupe qui représente des intérêts religieux et économiques anglais. Deux enfants, un garçon noir et une petite fille blanche seront livrés à eux-mêmes sur l'île d'Arlinda, au large de l'Afrique, sous la surveillance muette d'une infirmière. Ils seront nourris, soignés, mais non éduqués et surtout non exposés au langage, porteurs d'idées qui pourraient perturber leur développement naturel. Darwin expliquait que la sélection naturelle des plus aptes ne concernait pas le genre humain, parce qu'il est doté d'institutions de charité et d'aide aux handicapés et aux faibles. Il s'agit donc de savoir pour l'anglais si l'enfant blanc prendra le dessus, et pour le français si la différence de race entraînera l'élimination par un meurtre de l'un ou de l'autre par son rival. Le déroulement de l'expérience est maintes fois perturbé. Les donateurs sont impatients et attendre le mûrissement des deux cobayes ne fait pour eux que retarder les conclusions qu'ils espèrent conformes à leurs intérêts, à savoir justifier l'exploitation des races moins évoluées. Il apparaît en outre que Nora, l'infirmière recrutée parce qu'elle est muette, ne l'est pas, ce qui jette le soupçon sur l'expérience. Il semble aussi que la jeune femme aime profondément les enfants. Catley, autodidacte d'humble origine et assistant de Bates, s'est attaché à Nora. Bates soupçonne Bellavoie de se livrer à des manœuvres qui tirent les conclusions de l'expérience vers ses théories. Enfin, tout le projet est ruiné lorsque des pirates esclavagistes capturent l'enfant noir, et qu'il ne reste plus à Catley et Nora qu'à prendre en charge sa sœur en Angleterre. Les théories modernes sur l'expérience nous disent que la méthode expérimentale est beaucoup plus incertaine que le pensaient les savants du XIXe siècle. En effet, l'expérience crée un environnement particulier qui détermine par lui-même les résultats de la recherche et donc les conclusions théoriques. En outre, celle-ci passe par un médium très complexe, la langue. Les conclusions que dicte la méthode expérimentale et de ce fait la langue scientifique elle-même sont donc sujettes à caution. Quel discours traverse le roman de Bazou ? Le discours des donateurs peut être défini comme téléologique et impérialiste. Ils espèrent que la victoire de Bates sur Bellavoie donnera le feu vert aux entreprises conquérantes et économiques qui concrétiseraient la responsabilité des Blancs, promus civilisateurs des gens de couleur, et le devoir d'obéissance et de service des autres, une relation inégalitaire et d'exploitation qui serait désormais scientifiquement fondée. Il s'agit en fait d'un discours idéologique et d'une tentative de faire endosser à la science la légitimation d'un projet impérialiste. Le discours scientifique est donc dangereusement lié à l'idéologie et aux intérêts qu'elle dissimule, d'autant que Bates, lorsqu'il rédige ses rapports, doit se montrer plus optimiste qu'il ne le devrait afin de fidéliser ses donateurs. La langue savante apparaît aussi dans le roman très éclaté entre les mesures crâniennes de Bates, le rêve positiviste de réduire l'humain et le réel à des choses mesurables, et la très flottante méthodologie de Bellavoie dont le nom suggère qu'il parle bien, séduit et donc trompe ses auditeurs. En réalité, chaque fait observé est susceptible de renforcer le discours de l'un et de l'autre comme si le langage, loin de refléter le réel, le recouvrait entièrement. Pour parler comme les scolastiques, nous dirions que les polémiques entre les deux théories montrent que la thèse nominaliste, fait, loi,
théories scientifiques sont essentiellement des constructions langagières et non des représentations vraies des choses, semble plus convaincante que la thèse réaliste, selon laquelle la pensée accède à l'être car il existe hors de l'esprit quelque chose qui correspond au concept universel. Le discours scientifique, clos sur son objet et insidieusement infléchi par sa conscience inquiète de ses conditions matérielles d'existence, se coupe artificiellement de la totalité et s'enferme dans une tour d'ivoire dont le pire inconvénient est probablement son inhumanité. Les enfants ne sont pour Bates que des échantillons, samples, et peu importe leur souffrance dans le déroulement de l'expérience. Le savoir conceptuel d'une certaine science institutionnalisée tue le savoir initiatique, vivant et engagé. Pour Bates, des gens comme Catley et Nora n'existent que comme outils mis au service de leur projet, et ils ne sont capables de rien d'autre que de les servir en tant que couche supérieure, mais bien inférieure aux savants et donateurs, d'une immense humanité pour eux totalement inculte et insignifiant. Ils ont donc acquis une compétence et un niveau de langage technique, qui les définit comme subordonnés opérant à la périphérie du premier cercle de l'humanité. Le discours non professionnel de Catley et Nora est celui d'êtres humains durement maltraités par la vie mais qui restent capables d'accéder à l'autre, cette mystérieuse altérité qui nous empêche de réduire les autres à nos besoins et intérêts. Ils sont ouverts sur l'humain, l'échange, la solidarité, le juste et l'universel, la traversée des frontières. Nous pourrions désigner leur discours comme démocratique, humaniste et progressiste si de tels titres ne ramenaient à des idéologies, ce qui est tout simplement l'amour du prochain. Nous appellerons donc ces discours la langue du nous, par opposition au discours du je, qui exclut les autres et crée ainsi l'immense continent des subalternes, selon Spivak, définis par le fait qu'ils ne peuvent être entendus et qu'ils sont toujours définis dans le cadre de discours qui les empêchent de se dire et qui reproduisent ainsi inlassablement leurs conditions de subalternes. Les jeux des enfants cherchant des racines à sucer ou des fruits à manger évoquent la distinction faite par Spinoza entre affectus et affectio. Le premier terme désigne le savoir déterminé par le langage, le second une perception sensorielle beaucoup plus fine du réel, la connaissance animale des éruptions, des eaux cachées, des menaces invisibles, des sons et des odeurs qui nous échappent, des relations auxquelles nous ne prêtons pas attention. Ce vaste domaine relève d'une pensée qui n'est ni la pensée rationnelle, ni l'émotion humaine, ni l'inconscient freudien. L'expérience scientifique ne s'intéresse guère à cet immense et fascinant savoir premier 3, qui pourtant nous arrimerait à la totalité de ce qui est comme multiple de cette totalité et non plus comme substance illusoire. D'un tel roman nous pouvons donc tirer quelques enseignements sur les rapports entre langue, développement, science, hiérarchie. Raciste nous met en garde contre les discours idéologiques dominants qui influencent les discours scientifiques. Il dénonce les discours techniques étroitement spécialisés qui mettent les professionnels qui les maîtrisent dans la dépendance des intérêts dominants. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.